Merci. Bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont ici présents dans la salle et ceux qui nous suivent à distance. Alors, nous allons tenir maintenant la séance du 10 mars 2026. Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum. La séance est déclarée ordinairement constituée à 19 heures. Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture... OK, j'ai lu ton affaire, hein? Ben oui, c'est beau, c'est correct, tu as bien fait ça. Je suis désolé. Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, par conséquent, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé. On est d'accord. Tu peux nous demander si on... Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Merci. Vous remarquez qu'il manque 2 joueurs ce soir. Alors, il y a Juliette Rochman, qui est district numéro 3, qui est en vacances, et M. Michel Berrichon, aussi district numéro 6. Donc, adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2026. Mme Kennel, s'il vous plaît. Oui. Alors, les membres du Conseil ont lu attentivement le procès-verbal de la séance du 10 février. Et donc, par conséquent, moi, je propose que soit adopté ce procès-verbal et qu'il soit signé. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, je vais inviter maintenant les personnes à la première période de questions sur des sujets qui sont à l'ordre du jour, les gens qui sont dans la salle. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit, mais ça sera répondu à la deuxième période de questions. Je tiens à rappeler à tous que la séance est diffusée sur les réseaux sociaux et que les citoyens se présentant au micro sont avisés que leurs renseignements personnels, leur nom et leur image sont aussi diffusés au public. Est-ce qu'il y a des questions sur des points qui sont à l'ordre du jour? Non. Merci. Alors, on va continuer maintenant avec la prochaine résolution. Mme Kennel, s'il vous plaît. Oui. Alors, attendez 2 secondes. Sur la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Oui, en fait, c'est Élie. Moi qui l'ai fait celle-là. Ah. Élie. Donc, appui Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, considérant que les organismes communautaires autonomes constituent un pilier essentiel du filet social québécois et jouent un rôle de première ligne auprès des populations vulnérables dans des domaines variés tels que l'aide alimentaire, le logement, la santé mentale, la jeunesse, les aînés, l'itinérance et la défense des droits, il est proposé par Élie Forêt et résolu que le Conseil municipal appuie les revendications du mouvement Le communautaire à bout et reconnaît l'urgence d'agir pour soutenir le milieu communautaire. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de procéder à un réinvestissement massif et récurrent dans le financement à la mission des organismes communautaires autonomes. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec d'assurer un financement qui tienne compte de la réalité des organismes, incluant un rattrapage du retard accumulé et une indexation annuelle suffisante pour suivre l'évolution des besoins et du coût de la vie. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de reconnaître pleinement le rôle essentiel de l'action communautaire autonome au même titre que les services publics. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de protéger l'autonomie des organismes communautaires en mettant fin au financement précaire par projet et en privilégiant le financement à la mission. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de s'engager à améliorer les conditions de travail des employés du secteur communautaire afin d'assurer la rétention du personnel et la stabilité des services. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre responsable de la Solidarité sociale et l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, aux députés de Vaudreuil-Soulanges, ainsi qu'à la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Prochaine résolution, c'est sur la révision des critères d'admissibilité du remboursement de la TPS et de la TVQ pour les habitations neuves, de telle sorte que ça soit plus adapté à la réalité du marché immobilier. C'est une demande d'appui qui nous a été demandée, en fait, là, pour qu'on emboîte le pas avec les autres municipalités afin de demander au gouvernement de reconnaître que avec l'augmentation de la valeur des maisons, des propriétés, la réalité du marché, que le gouvernement augmente les seuils maximaux d'admissibilité pour refléter cette réalité-là
et de porter le seuil de la TVQ à un minimum de 500 000 puis ajuster proportionnellement le seuil de la TPS et d'indexer annuellement ces seuils en fonction de l'évolution du marché ou de l'indice du prix des propriétés neuves pour éviter que cette mesure ne devienne à nouveau obsolète. Et donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Dépôt? Oui. Je dépose le procès-verbal de correction du 10 février 2026. Le procès-verbal de correction remplace le paragraphe 3 du dispositif que soit abrogée la résolution 2024-08-145 par que soit abrogée la résolution 2024-08-148. Donc, c'est juste pour corriger, là, en fait, là, le numéro de résolution. Merci beaucoup. La prochaine résolution est au sujet de l'adjudication d'un contrat à la suite d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un tracteur de poids moyen. C'est l'appel d'offres numéro 2026-STP-01. Alors, il y a 2 soumissionnaires qui ont déposé un prix. Je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition de ce tracteur à l'entreprise TerraPro pour un montant de 96 115 $ et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Madame Larose. La désaffectation de biens de l'utilité publique en vue d'une aliénation. Alors, ce que c'est, ça, c'est que lorsque la Ville possède des biens qui sont devenus désuets, qui ne peuvent plus servir aux fins de l'administration municipale, le Conseil doit passer une résolution pour autoriser un employé de procéder à la vente de ces actifs-là. Et c'est le but de cette résolution. Et dans ce cas-ci, ce sont des véhicules de la voirie qui ont dépassé leur vie utile pour la Ville et qui avaient entre 11 et 22 années d'utilisation. Puis, évidemment, quand la Ville procède à cette vente-là, il y a des ristournes qui sont récupérées. Alors, je propose l'adoption de cette résolution. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Madame Wilson. Le point 6.4 de l'ordre du jour concerne le renouvellement de l'entente relative au transport collectif régulier et au transport adapté hors du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, pour les années 2025-2026, la Ville d'Érigot utilise les services de transport collectif régulier et adapté fournis par la RTM en vertu d'une entente en vigueur depuis janvier 2024. Comme la Ville est située hors du territoire de la RTM, elle doit maintenir une entente pour assurer la continuité de ses services. Donc, bien que l'entente se renouvelle automatiquement, chaque année, la Ville souhaite confirmer officiellement ce renouvellement. À ce jour, aucune résolution n'a encore été adoptée pour les années 2025 et 2026. Alors, je propose d'entériner le renouvellement de l'entente relative au transport collectif régulier et au transport adapté hors du territoire de la RTM pour l'année 2025, ainsi que le paiement de la contribution déjà effectuée, et de confirmer le renouvellement de l'entente relative au transport collectif régulier et au transport adapté hors du territoire de la RTM pour l'année 2026, ainsi que le paiement de la contribution pour un montant de 320 118,29 $. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Autorisation de signature, Mme Kennel, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'une entente avec le centre de service des Trois-Lacs, plus particulièrement avec l'école de l'Épervière. Vous le savez, les élèves et les citoyens là, bénéficient mutuellement des installations puis des équipements, soit de la Ville pour les élèves, soit de l'école des gymnases, particulièrement de l'Épervière pour les citoyens. Le centre de service scolaire des Trois-Lacs a décidé, depuis 2024, de régulariser les ententes avec toutes les municipalités, des ententes qui étaient présentes à Rigaud depuis des années, plus particulièrement entre l'école et la municipalité, la Ville. Bien là, c'est le centre de service qui va gérer cette entente-là d'une façon qui est très semblable là, à celle qui était présente. Donc, l'objectif pour évidemment, clarifier les rôles, les responsabilités de chacun pour faire en sorte qu'on formalise cette entente-là. La Commission scolaire des Trois-Lacs veut signer avec la Ville cette entente. Donc, par conséquent, notre conseil de ville propose la signature de l'entente avec le centre de service, puis que le maire, évidemment, signe cette entente-là, puis qu'il y a une
copie de la résolution qui soit envoyée au centre de service des Trois-Lacs. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Dépôt. Oui, le rapport du mois de février 2026 quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévu par le règlement 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci. Ensuite, dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat et des transferts budgétaires pour février 2026. Donc, je dépose le rapport de la liste des bons d'achat qui représente une valeur de plus de 1 000 $ pour février 2026. Merci beaucoup. Madame Larose, s'il vous plaît. L'approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 28 février 2026, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 11 mars 2026. Alors ça, c'est une procédure comptable qui, conformément au règlement sur les suivis budgétaires, les membres du Conseil doivent prendre connaissance de tous les versements qui sont à faire. Alors, je propose donc que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 28 février 2026 pour les dépenses particulières de février 2026, totalisant 1 381 137,46 sous soit adopté et que le paiement des comptes à payer du 28 février 2026 énuméré dans la liste en date du 11 mars 2026, totalisant 320 589,95 soit autorisé. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Madame Canel. Alors, on entre dans la section gestion du personnel. J'ai le plaisir de confirmer la fin de l'approbation puis l'acquisition de la permanence de Caroline Pelletier, qui est directrice des travaux publics et de l'ingénierie. Donc, Caroline a été embauchée le 2 septembre dernier. Elle a fait sa probation, elle répond pleinement aux attentes, puis elle démontre évidemment des compétences qui sont appréciées. Elle a la recommandation de la Direction générale pour l'acquisition de sa permanence. Donc, je propose que Caroline Pelletier termine officiellement sa probation et qu'elle devienne officiellement directrice des travaux publics et ingénierie de la Ville, conformément aux conditions de travail en vigueur, puis ce, à partir du 2 mars, que les conditions de travail qui sont applicables soient celles qui sont prévues au manuel des cadres et que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat de travail. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Félicitations, Mme Pelletier. Monsieur Forêt, s'il vous plaît. Oui, gestion de personnel, confirmation de la fin de la période de probation et de la permanence de Laurence Goujon, conseillère en urbanisme. Considérant que Mme Goujon a répondu pleinement aux attentes de son travail liées à son poste et demande des compétences requises, elle a les compétences requises pour faire son travail et que ça fait plus de 6 mois qu'elle est à son travail, il est proposé par Élie Forêt de confirmer la fin de la période de probation donc, de Mme Goujon et de confirmer officiellement le poste de conseillère en urbanisme, conformément aux conditions de travail en vigueur, et ce, à compter du 11 février 2026. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Félicitations, Mme Goujon. Maintenant, Mme Larose, s'il vous plaît. Gestion du personnel, embauche conseillère ressources humaines temporaires. Alors, je propose de procéder à l'embauche de Mme Alexandrine Biron à titre de conseillère de ressources humaines temporaires, et ce, à compter du 2 mars 2026 jusqu'au 3 mars 2028, que les conditions de travail applicables soient celles prévues au manuel des employés non syndiqués, d'autoriser la directrice générale à signer le contrat de travail et d'autoriser l'administration municipale à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, incluant les aspects budgétaires et administratifs requis. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mme Canel? L'embauche de la conseillère, c'est fin d'emploi pour l'employé. Pardon. Oui, fin d'emploi, je suis dans l'ordre du jour. Fin d'emploi pour l'employé 60-005. Donc, le conseil municipal a procédé à une analyse de situation concernant cet employé et à la lumière de l'analyse, le conseil municipal juge opportun de prendre les mesures appropriées et ce, dans l'intérêt d'une saine gestion administrative. Donc, je propose que le conseil mette fin à l'emploi de l'employé 60-005 à compter du 11 mars 2026 et que la direction générale soit mandatée afin de procéder à l'application des modalités administratives et financières découlant de cette décision, conformément aux lois, conventions et contrats applicables. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mme Canel?
toujours moi. Dernier point sur les ressources humaines. Représentation légale de la ville. Il y a en ce moment beaucoup de dossiers juridiques litigieux qui concernent le droit du travail et le droit civil. On a besoin de recours aux professionnels pour protéger les intérêts de la ville, bien sûr, sous un angle juridique, financier, administratif. Donc, on propose de faire affaire avec la firme PFD, qui est une firme connue de la ville pour conseiller les ressources humaines dans ces dossiers. Sachez que les honoraires vont être couverts en bonne partie par les assurances de la ville. Donc, par conséquent, moi, je propose d'autoriser l'octroi d'un mandat de représentation juridique au cabinet PFD, avocat, et d'autoriser l'administration municipale à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, incluant les aspects budgétaires et administratifs qui sont requis. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Madame Wilson? Oui, alors le point 7.1 de l'ordre du jour concerne le dépôt et approbation du rapport annuel 2025 du service de sécurité incendie de Rigaud. Concernant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie et que, conformément au schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, entré en vigueur le 6 mars 2023, la Ville de Rigaud doit transmettre annuellement le registre des interventions nécessitant la force de frappe ainsi que le rapport annuel des activités, incluant le plan de mise en œuvre et les tableaux d'indicateurs de performance, lesquels doivent être déposés pour approbation lors d'une séance du conseil municipal et que les membres du conseil déclarent avoir reçu et pris connaissance des documents déposés. Alors, je propose que la Ville de Rigaud approuve le rapport annuel des activités de 2025 et le registre des interventions 2025, que la Ville de Rigaud confirme que ce rapport concerne, en plus de la Ville de Rigaud, les municipalités desservies de Pointe-Fortune et de Tresse-en-Rédempteur pour l'année 2025. Merci beaucoup. Yeah. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Wilson? Donc, en décembre dernier, le conseil municipal a adopté une résolution afin de signifier son intérêt à conclure une entente intermunicipale en matière de sécurité civile avec la Ville de Pincourt. Depuis cette adoption, le projet d'entente a été finalisé et transmis aux municipalités participantes. Donc, les municipalités de Sainte-Marthe et de Sainte-Justine de Newton ont confirmé leur intention de se joindre à l'entente déjà existante entre Pincourt, Pointe-Fortune et Tresse-en-Rédempteur. Donc, le point 7.2, autorisation de signature de l'entente. Donc, je propose d'autoriser la conclusion ainsi que la signature d'une entente relative à l'établissement d'une démarche intermunicipale en matière de sécurité civile entre les villes de Pincourt et de Rigaud et les municipalités de Tresse-en-Rédempteur, de Sainte-Marthe, de Sainte-Justine de Newton et de Pointe-Fortune, et ainsi d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud ladite entente relative à l'établissement d'une démarche intermunicipale en matière de sécurité civile, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Wilson? Afin d'assurer une entrée en vigueur complète et opérationnelle de l'entente, il est proposé que lors de la même séance, le Conseil adopte également les résolutions suivantes. Alors, le point 7.3, c'est la création du comité multimunicipal de sécurité civile, le CMSC, et nomination de ses membres. Alors, je propose que soit créé un comité multimunicipal de sécurité civile provenant des conseils municipaux et des organigrammes des municipalités participantes, soit nommés membres du CMSC. Et bien sûr que celui-ci soit composé pour chacune des villes, des maires, d'un conseiller par ville, des directeurs généraux et greffiers, trésoriers selon le cas, ainsi que des gestionnaires responsables de la mission administration, du coordonnateur municipal de la sécurité civile et du coordonnateur municipal adjoint de la sécurité civile de la ville de Pincourt. Que le comité municipal de sécurité civile soit mandaté pour planifier, coordonner et assurer de façon continue la démarche multimunicipale de sécurité civile, incluant la préparation au sinistre, l'élaboration, la mise à jour et la révision du plan multimunicipal de sécurité civile, l'intégration des procédures d'alerte, de mobilisation et de surveillance des aléas, l'évaluation des ressources requises et la proposition de mesures complémentaires afin de rehausser la capacité opérationnelle,
l'interopérabilité et la résilience des municipalités participantes, ainsi que la reddition de comptes, la formation, les exercices, la sensibilisation de la population et les mises à jour annuelles de l'outil d'autodiagnostic municipal, incluant au besoin la production d'un bilan annuel. Également que cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le comité municipal de sécurité civile de la Ville. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Encore à vous. Le point 7.4, création de l'Organisation multimunicipale de la sécurité civile, OMSC, et de son comité ad hoc. Je propose que soit créée l'Organisation multimunicipale de la sécurité civile de Pincourt, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Sainte-Justine-de-Newton et Pointe-Fortune, et que le mandat premier de l'OMSC soit de coordonner efficacement lors d'un sinistre réel ou imminent les actions, décisions et mesures prises, et ce, selon les mesures énoncées dans le PMSC. Également que l'OMSC soit composé du gestionnaire en résilience, risques et catastrophes de la Ville de Pincourt, des coordonnateurs et des employés cadres des municipalités participantes, et ce, tel qu'énoncé dans le schéma de la procédure d'alerte et de mobilisation du PMSC. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Wilson? Je vais prendre un peu de souffle. Oui. Le point 7.5, nomination du coordonnateur municipal et du coordonnateur municipal adjoint de la sécurité civile. Je propose que M. Étienne Bergevin-Billette, occupant le poste de directeur général à la Ville de Pincourt, soit nommé à titre de coordonnateur municipal de la sécurité civile. Que M. Éric Martel, occupant le poste de gestionnaire en résilience, risques et catastrophes à la Ville de Pincourt, soit nommé à titre de coordonnateur municipal adjoint de la sécurité civile, ainsi que ces derniers soient mandatés de manière générale afin d'assurer la démarche visant à assurer la conformité légale des municipalités participantes, la coordination des mesures de préparation et d'intervention en sécurité civile, également l'élaboration et le suivi du plan multimunicipal de sécurité civile, ainsi que la reddition de comptes et la liaison avec les autorités compétentes. Et également que ces derniers soient mandatés pour coordonner les mesures de préparation au sinistre, incluant le CMSC, l'élaboration et la mise à jour du plan multimunicipal de sécurité civile, la concertation des ressources, la formation et les exercices, la communication des risques, ainsi que l'harmonisation des mesures avec les partenaires et municipalités limitrophes. Également que ces derniers soient mandatés en situation de sinistre pour assurer le leadership et la coordination des interventions, mobiliser l'organisation municipale de sécurité civile, ainsi que d'activer les centres d'urgence requis, approuver et diffuser les alertes à la population, ainsi que recommander les mesures de protection appropriées, coordonner les ressources nécessaires, ainsi que maintenir les liens avec les autorités gouvernementales et assurer l'information continue du conseil municipal. Ainsi que ce dernier soit mandaté à la suite d'un sinistre pour coordonner les mesures de rétablissement, assurer la fermeture des centres d'urgence, évaluer les dommages et les résidences touchées, formuler les demandes d'aide financière requises, mettre en place les mécanismes de soutien au rétablissement et veiller à la réalisation d'un retour d'expérience ainsi qu'au dépôt d'un rapport au conseil municipal. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Finalement, Mme Wilson. Le point 7.6, nomination du coordonnateur municipal adjoint de la sécurité civile de sites de sinistre et des coordonnateurs adjoints, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur et Pointe-Fortune. Alors, je propose que M. Guillaume Roy, occupant le poste de directeur du service de sécurité incendie de Rigaud, soit nommé à titre de coordonnateur de sites de sinistre et que les personnes suivantes soient nommées coordonnateurs adjoints de sites de sinistre. M. Michel Legault, occupant le poste de directeur adjoint du service de sécurité incendie de Rigaud. M. Yannick Bernier, occupant le poste de directeur du service d'urgence et de protection des incendies à la Ville de Pincourt. M. Sylvain O'Connor, occupant le poste de directeur adjoint du service d'urgence et de la protection des incendies à la Ville de Pincourt. M. Patrice Lavergne, occupant le poste de directeur des services de sécurité incendie, suivant Sainte-Marthe, Sainte-Justine-de-Newton et Saint-Hélesphore. Que ces derniers soient mandatés afin d'assurer l'évaluation et la mobilisation des ressources requises, contribuer à la préparation de l'Organisation multimunicipale de sécurité civile,
mettre en œuvre les opérations d'urgence conformément au plan et au cadre applicable et veiller à l'atteinte des objectifs de gouvernance prévus à l'entente intermunicipale. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Dépôt du rapport du maire en lien avec les dépenses en situation d'urgence pour la livraison de camions citernes pour approvisionnement des réserves d'eau. Alors, conformément à l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes, je dépose le présent rapport au conseil municipal relativement à une décision prise dans un contexte d'urgence nécessitant une intervention immédiate. On a été confronté en tout début d'année, et même peut-être que la situation était là avant les fêtes, à un problème dans les bassins, les réservoirs d'eau potable dans la montagne. On a 3 bassins, le bassin numéro 3, 2 un peu plus bas et 1 un peu plus bas qui sont interconnectés. Il y a une valve entre les réservoirs 3 et 2 qui est actionnée par une flotte qui est située dans le réservoir 2. Cette flotte-là a brisé. Ça a fait en sorte que la vanne entre les réservoirs 3 et 2 est restée ouverte. Tout le réservoir numéro 3 s'est vidé dans le réservoir numéro 2. Ça correspond à une réserve d'eau de plus de 900 mètres cubes, la plus importante de nos réserves. Ce faisant, le réservoir 2 a débordé. Ça a créé des fuites d'eau qui ont été remarquées par plusieurs citoyens à ce moment-là. C'était le 6 janvier, si je ne me trompe pas. Les puits alimentant le bassin 3 ont été très sollicités pendant cette période-là. Et l'équilibre de l'alimentation par cette nappe phréatique a été fragilisé. Afin de remplir le réservoir et diminuer la pression sur les puits gelés, nous avons dû approvisionner en eau via des camions citernes. À la suite de cet événement-là, les puits ne suffisaient plus pour remplir nos réserves en eau. En tentant de diagnostiquer la problématique de production d'eau potable, nous avons constaté une hausse des demandes qui perdure depuis le 10 décembre 2025. Cette hausse des demandes en eau nous empêche de remplir les réserves pour répondre correctement à la demande de la population. Par la suite, nous avons constaté de multiples bris d'aqueduc dus à la vétusté de notre réseau, presque entièrement en fonte ductile, ainsi qu'à l'hiver rigoureux que nous vivons cette année, que nous avons vécu jusqu'à date cette année. Les bris qui se multiplient sur le réseau pourraient expliquer la difficulté de se retrouver dans une situation plus normale. Les réparations se faisaient dans des conditions de grand froid, avec un réseau en déficit d'entretien et des vannes difficiles à manipuler, peu étanches ou complètement figées. Les pertes d'eau potable ont été importantes et ont eu un impact non négligeable dans le contexte que nous vivons actuellement. Donc, depuis plusieurs semaines, nous tentons de maintenir le niveau des réserves d'eau suffisant pour répondre aux besoins de notre population, mais l'alimentation en eau brute de nos puits ne répond plus suffisamment à la demande. Nous procédons donc depuis le début janvier à la commande d'eau potable, telle que mentionnée là, dans ce que je vous ai lu au tout début de ce projet de résolution. En parallèle, pour augmenter notre production d'eau potable, nous travaillons sur la mise en service d'un nouveau puits d'eau potable qui est déjà foré, qui reste à mettre en opération. La demande de prix pour les travaux devrait en théorie, on est en cours on est dans le processus là, d'avoir des prix pour réaliser les travaux afin de mettre ce puits-là en opération, de telle sorte qu'il pourrait être réalisé avant la fin du printemps. Depuis le 19 janvier, nous avons mis en place avec notre service d'incendie une procédure pour que de leur côté, on puisse éviter tout branchement au réseau d'eau potable lors d'un incendie afin de protéger nos réserves et éviter là, qu'il y ait davantage de manque d'eau. Après analyse de la situation, il a été déterminé que celle-ci présentait un caractère d'urgence réel et imminent, notamment en raison des risques sur l'approvisionnement de la population et donc un enjeu de santé publique. J'ai donc décidé, considérant l'urgence de la situation et l'impossibilité de soumettre la question au conseil municipal dans les délais requis, d'autoriser l'octroi d'un contrat à la compagnie L'Authentique Transport pour la fourniture et la livraison d'eau potable avec une dépense maximale de 177 139,15 $, taxes incluses. Alors, donc, je dépose ce rapport en lien avec cet enjeu d'approvisionnement en eau potable. Je vois de dépôt, résultat du vote. Est-ce qu'il y a un vote qui doit être fait là-dessus? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Merci beaucoup. Madame Larose, s'il vous plaît, octroi de contrat. Octroi de contrat, acquisition d'un camion 6 roues à la suite d'une demande de prix. Alors, le Conseil avait approuvé sur le plan triennal d'immobilisation le remplacement d'un camion dompeur qui datait de 2009. Et à la suite d'un appel d'offres, la Ville va autoriser l'achat du camion. Je propose d'autoriser l'achat du camion au montant total de 72 449 $ et ce, avant toute taxe applicable, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans et d'autoriser la directrice des travaux publics et ingénierie à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Forêt. Oui, octroi de contrat service professionnel concernant la préparation d'un plan directeur pour le transport collectif. Donc là, je regarde la chaise de génération, c'est important. Donc, la marche et le vélo sont des loisirs et des moyens de transport importants pour la population de Rigaud. La municipalité se trouve donc dans une situation qu'afin de répondre aux besoins de sa population, elle souhaite réaliser un plan directeur pour le transport actif pour consolider et développer davantage le réseau piéton et cyclable. À cette fin, la Ville a fait appel au service conseil de la firme Vélo Québec, qui est une firme bien établie là, dans le domaine, pour bénéficier de son expertise dans le transport actif en vue de déployer un réseau cyclable et piéton convenable pour la Ville de Rigaud. Puis en même temps, je pense en ce moment au prix du gaz qui est très élevé. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi pour dire plus qu'on utilise la marche à pied ou son vélo, c'est bon pour l'environnement. Donc, je propose d'octroyer le contrat à Vélo Québec d'un montant de 29 920 $, et ce, avant toute taxe applicable pour l'étude préparatoire réalisée en 2026, telle que décrit au document de la demande de prix à Vélo Québec, que cette dépense soit financée par le budget d'opération, d'autoriser la direction des travaux publics et des ingénieries, ou en son absence, le chargé de projet à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Avis de motion et de dépôt. C'est vous ou nous? C'est vous. Ça vous tente-tu? C'est Ben, M. Forêt. Madame Canel. J'y vais. Alors, l'avis de motion, c'est pour un règlement d'emprunt numéro 428-2026 qui décrète une dépense d'1 061 000 $ et un emprunt du même montant pour l'acquisition et l'installation de 8 génératrices sur plusieurs postes de pompage sanitaire. On a un nombre important de postes de pompage qu'on veut équiper, de génératrices, c'est ça. On veut mettre 8 génératrices dans les postes de pompage et 10 génératrices. On est à 10 génératrices? Non. Mais si vous voulez, je vais terminer ce point-là. C'est que on a décidé de planifier l'achat de 8 génératrices, 2 par année, donc 2 cette année en 2026, pour installer dans des postes de pompage qui sont plus critiques en lien avec des enjeux si jamais il y a des pannes électriques. Il y en aurait 2 autres en 2027, ainsi 2 autres en 2028 et en 2029. Toutefois, on va quand même réévaluer la nécessité d'avoir des génératrices dans chacun des 8. On va y aller par ordre prioritaire année après année. Au programme triennal d'immobilisation, il y avait un montant moindre qui était prévu parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de se donner la possibilité de faire un regroupement d'achat pour avoir des meilleurs prix. Alors, au montant qui était prévu au PTI, on ajoute aussi les 2 autres génératrices qu'on prévoit éventuellement acheter en 2029. Ces 2-là ne se retrouvent pas au PTI. Donc, merci. Ensuite, je vais passer la parole à M. Forêt. Oui, donc adoption du règlement numéro 200. Je suis rendu au 9.1, là? Oui. OK. Adoption du règlement numéro 275-26. Attendez, je vois ça. 32-2026. Oui, il manquait le 32. 275-32-2026, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements. Donc ici, c'est le but, dans le fond, c'est de uniformiser l'application des règlements pour le secteur des centres commerciaux. C'est aussi au niveau des PIA. Les PIA n'étaient pas les mêmes au niveau des 2 centres commerciaux. Donc, le but de tout ça, c'est de uniformiser le tout. Donc, je propose
Il soit résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 275-32-2026, amendant le règlement remplaçant le règlement, non, j'ai de la misère, relatif, remplaçant le zonage numéro 275-2010 et cet amendement afin de le modifier. Ça sort un peu tout croche, là, mais c'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. on va faire mieux. En fait, oui, voilà. Si vous avez des questions, vous pourrez poser tantôt. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Nomination au CCU, M. Forêt, encore, s'il vous plaît. Oui. Pardon. Donc, nomination de 3 membres au CCU. Les membres sont Hélène Terrien pour une période de 2 ans, M. François Vallière pour une période de 2 ans, M. Martin Malservici pour une période d'1 an, et on se garde la candidature de M. Radou Nechou, qui est en attente, dans le fond, parce qu'il manque il faut qu'un membre citoyen, dans le fond, cède sa place. Donc, attendez. On va la voir. Donc, je propose que le conseil municipal nomme ces 3 personnes inscrites en annexe de la présente résolution afin que les membres du CCU, afin que ces membres puissent être en place à partir d'aujourd'hui, le 10 mars 2026. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Mme Wilson, s'il vous plaît. Le point 9.3, désignation d'une fourrière selon l'article 4 du Code de la sécurité routière. La Ville a reçu une demande de la part de Remorquage Saint-Lazare Inc., actuellement désignée comme fourrière mandatée par la Société de l'assurance automobile du Québec. L'entreprise doit transmettre à la SAC une résolution municipale confirmant l'autorisation de l'exploitation de la fourrière à sa nouvelle adresse située au 5-9 chemin Henri Petit. Le propriétaire mentionne que le certificat d'occupation émis par la Ville, bien qu'il mentionne l'usage fourrière, n'est pas suffisant pour la SAC. La SAC exige maintenant une résolution à jour provenant de la municipalité où est situé le nouvel emplacement, confirmant que l'exploitation de la fourrière respecte la réglementation locale. Alors, je propose que le conseil municipal désigne Remorquage Saint-Lazare Inc., propriété de Simon Desmarais, à opérer une fourrière d'auto au 5-9 chemin Henri Petit et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la Ville, que Remorquage Saint-Lazare devra se conformer aux exigences de la SAC, notamment les règles de bonne pratique contenues au guide de gestion des véhicules saisis produit par la Société. Également, que les installations de remorquage Saint-Lazare devront être conformes aux règlements en vigueur dans la Ville et que la Ville se dégage de toute responsabilité quant à la conservation à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. M. Forêt, s'il vous plaît. PIA, secteur centre-ville. On est au 78 rue Saint-Pierre. C'est des rénovations d'une galerie pour le lot 3607-803 et le numéro de lot 3610289 dans la zone H 155. Considérant que la demande ne respecte pas les demandes et les critères prescrits par le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIA, numéro 345-2016, il est proposé par moi-même et résolu que le conseil municipal refuse la demande numéro 2026-20002 visant à la modification de l'apparence extérieure du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 78 et 78A de la rue Saint-Pierre. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. M. Forêt. Oui. Donc, PIA, secteur mix autoroutier. On est au 377 chemin J. René Gauthier. Construction d'un bâtiment commercial au lot 6611484 dans la zone C161. Considérant que la demande respecte les objectifs et les critères prescrits par le PIA, je propose... Attendez, j'ai perdu ma ligne. Alors bon, on s'améliore. Il est proposé et résolu par moi-même que le conseil municipal autorise la demande de PIA visant à la construction de bâtiment principal commercial au 367 chemin J. Gauthier. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Merci. le maire. Monsieur le maire, je veux juste préciser, il y a un petit problème dans la présentation PowerPoint pour aider tout le monde à suivre. On est décalé d'un chiffre. Donc, c'était le 9,5. On passe au 9,6.
OK. En réalité, ce qu'on devrait lire là-bas, c'est 9,6. C'est ça, il y a une erreur OK, dans OK. la présentation. Merci. Merci. D'accord. Monsieur Forêt, On continue pensez-vous dans les que... PIA. Donc, Oui. le PIA, secteur mix autoritier, on est au 65 chemin. Pardon. C'est ça, il n'y a pas encore de non-chemin, là, donc le chemin est à nommer là, par la toponymie. Donc, construction d'un bâtiment commercial au lot 6611487 dans la zone C161. Considérant que la demande respecte les objectifs et les critères du PIA, il est proposé par Élie Follet et résolu que le conseil municipal autorise la demande de PIA. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Forêt. On continue dans les PIA. On va être bon à la fin de la journée. Secteur mix autoritier, on est au 46, encore une fois, un chemin qui n'a pas encore été nommé. Construction d'un bâtiment commercial sur le lot 6611482 dans la zone C161. Considérant que la demande respecte les objectifs du PIA, il est résolu. Est-ce que je suis toujours à la bonne place? Oui, suivez, OK. Donc, il est posé par moi-même et résolu que le conseil municipal autorise la demande du PIA. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Forêt. Oui, PIA, secteur centre-ville. On est au 121 et au 123 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, au local 103, au lot 3608-604 dans la zone C137. Donc, considérant que la demande visant l'ajout d'une enseigne de type autocollant sur la porte vitrée du local 103, occupée par le studio Tattoo Mania, a été déposée le 22 janvier 2026 et que tout ça respecte les critères du PIA. Il est proposé par Élie Forêt moi-même que le conseil autorise la demande de permis. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Forêt. On est au point. Dérogation mineure. Oui. Un peu comme Nathalie, je vais en série. Dérogation mineure, 760 chemin de l'Abbé, construction d'un garage non attenant en cours avant, au lot 4025336. Excusez-moi, M. Forêt. Oui. On va juste inviter les citoyens, si possible, avant... Désolé, je m'excuse. Désolé pour cette faute. Les citoyens présents sont invités à venir se faire entendre conformément à la demande de dérogation mineure avant que le conseil ne se positionne sur la demande. Donc, s'il y a des citoyens présents qui veulent se faire entendre. Merci, c'est gentil, Audrey. La vitesse tue. Dérogation mineure, donc au 760 chemin de l'Abbé, construction d'un garage non attenant en cours avant, au lot 4025336 dans la zone H9. Attendez. On ne va pas tout lire ça. J'essaie de voir ce que je pourrais vous dire par rapport à l'image qui n'est pas très... qui ne parle pas beaucoup. Donc, je vais dire tout simplement qu'il est proposé, autorisé par le conseil... il est proposé par Élie Follet et résolu que le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure et acceptée pour le lot 760 du chemin de l'Abbé, visant à l'implantation de garages attenants en cours avant. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Larose, s'il vous plaît. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'accompagnement des enfants handicapés au camp de jour Folie d'été 2026 entre la Ville de Rigaud, la municipalité de Pointe-Fortune et la municipalité de Très-Saint-Rédempteur. Alors, je propose que la Ville de Rigaud accepte les inscriptions des enfants nécessitant des besoins particuliers provenant de la municipalité de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur et que les coûts relatifs à l'accompagnement soient aux frais de la municipalité d'attache de l'enfant, que le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence la greffière adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud les ententes intermunicipales relatives au camp de jour Folie d'été 2026. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Canel. Alors, il s'agit d'une entente, la signature d'une entente avec la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
L'an prochain, 10 ou 12 octobre 2026, aura lieu le prochain Festival des couleurs. Ça a l'air loin aujourd'hui, mais quand même, ça arrive assez rapidement. C'est un événement important pour la communauté. La Ville de Rigaud est le partenaire principal du festival. Sa participation est d'ordre technique, logistique. C'est une grande visibilité pour la Ville de Rigaud. Donc, je propose que l'on signe l'entente annuelle relative au versement d'une aide financière pour le festival. Et cette aide financière totalise 60 000 $ pour l'année 2026. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Madame Larose, s'il vous plaît. Autorisation, passage dans les rues de la Ville de Rigaud, événement Vélo Québec Voyage. Alors, Vélo Québec sollicite l'autorisation de la Ville de Rigaud pour la tenue de leur 29e édition de la Petite Aventure qui se déroulera du 27 au 29 juin 2027. Le site de départ et d'arrivée sera au Mont-Rigaud, mais il va y avoir du camping qui va être fait dans un parc. Alors, l'événement prévoit la participation d'environ 1500 cyclistes, dont 500 enfants, ainsi que 150 employés et bénévoles de Vélo Québec. L'organisation Vélo Québec demande donc une résolution du Conseil pour confirmer, entre autres, qu'ils ont l'autorisation de la tenue d'événements et du passage des cyclistes sur le réseau routier municipal. Juste pour rassurer les gens, les routes vont demeurer ouvertes à la circulation et l'encadrement va être assuré par les bénévoles qui sont formés par Vélo Québec, ainsi que par des véhicules de premiers soins, de mécanique et de soutien. Ça va être un événement d'envergure pour la Ville de Rigaud. Je suis certaine que nos citoyens vont accueillir tout le monde chaudement et qui sait, il y en a peut-être qui vont même participer à l'événement. Alors, je propose cette résolution. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à notre séance. C'est-à-dire à cette partie de la séance. On est maintenant rendu à la période de questions allouées au public sur n'importe quel sujet. On a aussi reçu des questions. De quelle heure voulez-vous aller? En fait, je vais confirmer que toutes les questions de la séance passée ont été répondues séance tenante. Donc, on n'avait pas de suivi à faire ce soir. Puis, je vais vous lire les questions reçues par écrit, puis on pourra tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Puis ensuite, on pourra aller dans la salle. Parfait. Donc, on avait une première question de M. On entend mieux? OK, excusez, c'est moi qui accroche mon bouton. Donc, quel est le salaire actuel du maire uniquement pour la Ville de Rigaud et celui des élus? Donc, en ce moment, le traitement des élus est prévu dans le règlement 383-2021 de la Ville, lequel n'a pas encore été révisé à la suite des dernières élections. Donc, le salaire est le même que depuis 2021, puis a été indexé selon l'IPC des dernières années. Donc, c'est le même salaire que pour l'année 2025 pour l'instant. Le règlement va être révisé au courant des prochains mois. Ensuite, on a une deuxième question. Est-ce que la Ville de Rigaud paye la cotisation annuelle du maire à l'Ordre des ingénieurs du Québec? La réponse est non. Excusez-moi. Vous n'avez pas le montant du salaire? J'ai pas accès, malheureusement. On était autour de 32 000 à la fin de l'année 2025. Merci. Et pour les conseillers, c'est un tiers de ça? Exactement. Merci. Est-ce que je peux avoir un commentaire, M. le maire? Par rapport à ça, je pense que des fois, c'est une bonne pratique de le mettre sur le site de la Ville. Des fois, si on le voit dans certaines villes. Fait que Oui. Je le mentionne. C'est un commentaire. Parfait. On en prend note. Ensuite, nous avions des questions de M. Michael Fleckenstein. Première question concernant le point 6.5, l'entente avec l'ARTM. Est-ce que vous êtes conscient qu'avec la venue du REM, l'offre de service au départ de Rigaud vers Vaudreuil et de Vaudreuil vers Montréal va être réduite en baissant encore le nombre de départs depuis Rigaud et en supprimant le bus 40? Non. Je ne suis pas conscient.
Est-ce que je peux faire une intervention? Oui, allez-y. Bien, vérification là, sur le site de la RTM en ce moment, puis peut-être on en reparlera ensuite, M. Fleckenstein, mais il y a 5 départs le matin de Rigaud et 5 retours le soir avec les éléments projetés. Il va y avoir encore 5 départs le matin de Rigaud et 5 le soir à des heures un peu différentes. 5h27 au lieu de 5h. Là, il y a un décalage, mais le nombre est exactement le même. Le numéro de l'autobus passe de 11 à 695. Quant à l'abolition de la ligne 40, si je ne m'abuse, c'est la ligne qui part de Côte-Vertu et qui vient vers la gare de Vaudreuil. Elle sera remplacée par le REM qui est aux 15 minutes. Je ne sais pas si c'est une perte ou un gain là, d'avoir une fréquence plus grande, mais tout dépend de la fiabilité du REM, cela dit. Mais c'est quand même, ça peut être vu, en tout cas, faudrait y réfléchir. Là. C'est quand même un train qui va prendre de la relève. Cette refonte-là du secteur de la presqu'île, on n'a pas été consulté, mais on croit qu'il est important de consulter EXO. Donc, il va y avoir une rencontre qui va être organisée avec EXO. On a demandé à la direction générale EXO, mais également Valleyfield, le service de Valleyfield, si la chose est possible, parce que notre entente permet, si on le juge pertinent, d'aller ailleurs, puis d'aller chercher des services ailleurs, voire peut-être de les bonifier. Je vais terminer en disant qu'on reçoit un rapport mensuel du nombre de personnes qui utilisent la RTM, la ligne 61. On peut dire qu'en janvier, il y a eu 920, ils appellent ça montant, donc ça doit être des personnes qui se déplacent et c'est important, c'est très important. Le transport collectif à Rigaud, je tiens à le dire, hein, c'est un enjeu important pour la population avec, entre autres, l'hôpital qui s'en vient avec le REM. C'est un élément qu'on surveille puis on va aller rencontrer justement la RTM puis Valleyfield. Parfait. Il y avait une sous-question. Est-ce que cette réduction du niveau de service entraîne aussi une baisse de la quote-part à payer par Rigaud? J'en comprends qu'il n'y a pas nécessairement de réduction de service. On n'a pas eu d'information que notre quote-part allait être moindre. Exact. Mais effectivement, on a demandé une rencontre, une présentation de la part de la RTM auprès du Conseil pour qu'on puisse bien connaître l'avenir du service à Rigaud. Je peux prendre la prochaine, si vous voulez, Madame la directrice. Est-ce qu'il est correct que 30 à 40 de l'eau distribuée via l'aqueduc municipal se perd dans les fuites? On n'est pas capable de dire quel pourcentage d'eau produite se perd dans des fuites, dans notre réseau, mais certainement qu'il y en a. Les chiffres que vous évoquez là, ce sont des chiffres qui sont assez standards là, pour des vieux réseaux comme celui de la ville de Rigaud. Donc, il est probable que vous ayez raison, mais on n'a pas ces données. Pour ce qui est de la prochaine question, si oui, quelles sont les mesures prises pour détecter et réparer ces fuites? Mais peu importe, là, oui ou non, on travaille pour la détection des fuites. Oui, effectivement. Bien, on m'a dit que 30 à 40 c'était quand même élevé. Là. On pense que c'est moins que ça, mais effectivement, on n'a pas les données exactes. On a déjà engagé des compagnies, 2 compagnies différentes depuis janvier pour venir faire la détection de fuite. On a trouvé une fuite pour l'instant, puis elle est réparée. Là, dès qu'on les détecte, on les répare à l'intérieur de 24 heures. Je poursuis avec les questions. Parfait. Donc, quels sont les puits qui ne donnent plus assez d'eau pour alimenter l'usine de traitement? Donc, nos puits roulent à pleine capacité depuis plusieurs semaines. L'ensemble des puits sont fortement sollicités en ce moment. Donc, ce n'est pas qu'un seul endroit qui est affecté. Ensuite, combien de camions litres par jour, par semaine au total dans les derniers mois sont nécessaires pour compenser? À quel coût? D'où est-ce que cette eau provient? Donc, je crois qu'avec le rapport de M. le maire, on a répondu à la question un peu plus tôt. Ensuite, habitant à l'extérieur du centre urbain et n'étant pas connecté à l'aqueduc, nous tirons notre eau d'un puits artésien qui puise dans la même nappe phréatique que les puits municipaux. Cette nappe, qui n'est déjà plus en mesure de fournir assez d'eau pour le réseau de distribution de la ville, est en train de baisser et nous craignons que notre puits tombe à sec prochainement.
Donc, c'est sûr que les puits privés sont de la responsabilité du propriétaire. Pour l'instant, on n'a rien qui nous laisse croire qu'on a des problèmes avec la nappe phréatique. C'est vraiment plus des problèmes avec le réseau vieillissant, puis les fuites qu'on a eues depuis décembre. Et puis, est-ce que la Ville va nous fournir en eau potable au même titre qu'elle fournit l'eau dans son aqueduc? Donc, non, c'est la responsabilité des habitants de voir à leur puits privé. 5e question. Au-delà des mesures d'urgence et d'une saine gestion des infrastructures, ça prend aussi des décisions politiques au niveau de la municipalité pour orienter les investissements futurs et protéger le bien-être des citoyens. En tant que responsable politique, quelles sont les mesures envisagées à court, moyen et long terme pour améliorer la situation? Je comprends que la question s'adresse directement à vous, mais je suis quand même capable de mentionner un bout de chemin, s'il vous plaît. Qu'on a qu'il y a des investissements qui vont être à prévoir dans la réfection des conduites d'aqueduc. C'est quand on va faire la séparation de réseaux unitaires, on remplace aussi toutes les conduites d'aqueduc qui se trouvent sur ces tronçons de rue. On a aussi prévu faire le gainage des conduites d'aqueduc sur la rue Saint-Jean-Baptiste en attendant d'avoir la réfection de cette route pour faire le remplacement complet. J'ajouterais qu'on a aussi, dès le début de notre mandat, entamé une procédure pour accélérer la mise pas juste la mise à jour, mais la création de notre plan de gestion des actifs en eau. On a un énorme retard à rattraper dans l'entretien de nos infrastructures en eau, entre autres, là, eau potable, en eau usée aussi, puis à d'autres égards. Mais le sous-investissement des dernières années fait en sorte que nos infrastructures se sont détériorées. On a une multiplication des fuites. Quand on va réparer en urgence une fuite, on réalise que les conduites sont fragiles et il est fréquent que des conduites sont brisées, même en creusant, en essayant d'atteindre la fuite. Donc, il y a vraiment un enjeu là, en lien avec le vieillissement de nos infrastructures. Et puis, c'est quelque chose à laquelle on s'attaque là, le plus possible, mais on veut le faire d'une façon disons, rigoureuse là, et organisée pour faire les investissements prioritaires dans un ordre logique. Là, et tout en gardant en tête aussi que tout ça, ça a un impact sur les finances publiques, puis éventuellement sur le compte de taxes des citoyens, puis on sait qu'on ne veut pas augmenter de façon exagérée les taxes. Alors, c'est tout un casse-tête. Je vous dis que depuis le début de ce mandat, je suis surpris de l'État. Je ne pensais pas que ça allait être si pire que ça. Nous avons beaucoup de travail à faire. J'aimerais faire un commentaire, si c'est possible. Bon, par rapport à l'eau, là, je sais que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait le programme d'acquisition de connaissances des eaux souterraines, le PASS, en 2012-2015. Puis dans le rapport, il avait été mentionné justement que l'aquifère est en surpompage. Je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais de mémoire, c'était là, du 25 %. Là, donc, c'est quand même, je pense, quelque chose qu'il faut Ouais. Bien, je peux, si vous ouvrez ce sujet-là, moi, je suis président du comité environnement à la MRC. J'ai fait ajouter ce sujet à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du comité environnement qui va avoir lieu dans le prochain mois. Je pense que c'est en avril. Et les rapports, il y a 2 rapports qui sont... Bien, il y en a un... Il y a 2 autres études là, qui ont été prolongées suite à celle à laquelle vous faites référence. Et puis, on va voir les résultats de ces études-là dans les prochains mois. Et on va pouvoir être plus en mesure là, de voir l'évolution de l'état de la situation. Mais c'est vrai que déjà depuis quelques années, on sait qu'on puise davantage qu'on devrait, considérant la recharge de la nappe phréatique. Mais on va être capable de vous en dire plus dans les prochains mois. Ben, d'où pourquoi c'est important de réparer. Ah oui, absolument. Pour ça, je voulais faire du pouce sur ce point-là. Ensuite, on a la question, est-ce que vous pensez imposer des restrictions? Est-ce que les personnes qui posent des questions ne doivent pas se nommer, s'il vous plaît? Oui, c'est la même personne. C'est tout le temps la même personne depuis tantôt. Ils ont droit à plusieurs questions.
Oui. C'est des questions Ben, écrites, mais effectivement, c'est on beaucoup. pourra revoir la façon qu'on va traiter les questions. Mais monsieur est peut-être dans la salle, on ne voudrait pas le mettre mal à l'aise. Non, mais c'est parce que c'est beaucoup de questions, mais c'est des bonnes questions, puis on va y aller. Oui. On va continuer. Il est juste 8 heures. Allons-y. On- Oui. Ben, c'est parce qu'il a posé les questions par écrit en premier, mais effectivement, habituellement, on a une question par citoyen. Là, il y en avait plusieurs. On va réévaluer. de façon. Les mêmes questions ne reviendront pas à chaque mois, je pense. Donc, on était dans, est-ce que vous pensez imposer des restrictions permanentes quant à l'utilisation de l'eau souterraine? Par exemple, interdiction d'arrosage, de remplissage de piscines, de l'utilisation privée et commerciale pour le lavage des voitures. Effectivement, il y aura des modifications ou des applications à avoir par rapport à nos règlements existants, mais il y aura une révision à faire certainement. Mais je pense qu'on peut quand même résumer là, ce sujet-là en disant que on va prendre les précautions nécessaires pour... Notre objectif, c'est d'assurer l'approvisionnement en eau de qualité à la population et de façon durable. Alors, parce qu'il reste deux autres questions, mais qui traitent à peu près le même sujet. Je suggère qu'on passe au prochain sujet concernant la gare. OK. Bien, juste parce que, M. Frankenstein, les gens à la maison ne vous entendent pas. Oui. Donc, moi, je vais finir d'aller lire les questions écrites. Ensuite, les gens pourront aller au micro pour poser leurs questions dans la salle pour que tout le monde les entende. Je vais essayer de faire ça plus succinct pour les prochaines questions. Donc, il y avait des questions relativement à un point qui était à l'ordre du jour précédemment, qui a été retiré de l'ordre du jour depuis sa mise en ligne. C'était le règlement d'emprunt pour l'ancienne gare. On pourra y revenir. Ce point-là a été reporté. Ensuite, on avait des questions de Marilyn Hébert pour le point 7.2, entente intermunicipale en sécurité civile. Pourriez-vous préciser les bénéfices opérationnels attendus ainsi que les risques identifiés lors de l'analyse de ce projet? D'un point de vue budgétaire, cette mutualisation se traduira-t-elle par des économies d'échelle concrètes ou devons-nous prévoir une augmentation des dépenses à moyen terme? Donc, le projet d'entente, en fait, l'entente avec la Ville de Pincourt va nous permettre de bénéficier des services d'un gestionnaire de risques en sécurité civile, je dirais presque à temps plein, parce que la personne nous accompagne au quotidien pendant la mesure d'urgence. On est en train de le vivre actuellement. On va vivre des mesures d'urgence demain. Puis Pincourt, même si l'entente n'était pas signée, nous accompagne depuis que cette annonce a été faite, puis même dans les risques liés au débordement, aux inondations avec la rivière. Donc, je vous dirais que c'est un service presque à temps plein. Puis sinon, en cours d'année, cette ressource-là va nous aider à faire la planification et la préparation des aléas et de notre plan de mesures d'urgence. Il n'y a pas d'économie d'échelle qui a été calculée, mais les coûts que ça représente par rapport à l'embauche d'une personne qui pourrait faire le même travail au sein de la municipalité sont vraiment très minimes là, par rapport au salaire qu'on aurait à payer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Très bien pour moi. Parfait. Ensuite, on avait une question encore de Mme Hébert pour le point 8.2, acquisition d'un véhicule 6 roues. Est-ce que cette dépense était au PTI présenté en janvier dernier? Effectivement, elle l'était. Quelles alternatives ont été étudiées et comment cet investissement s'arrime-t-il avec les objectifs stratégiques? En fait, il n'y avait pas d'alternative. C'est un remplacement d'un véhicule là, qu'on vient d'aliéner du bien public pour le revendre. Donc, c'était un véhicule, je crois, daté qui avait... C'est un 2009 qu'on remplace. Quels indicateurs de performance seront utilisés pour suivre le retour sur investissement de cet achat? Pour l'instant, nous ne possédons pas d'indicateurs de performance pour la gestion de notre matériel roulant. Comme M. le maire l'a mentionné, on va travailler à faire un plan de gestion de nos actifs, connaître bien nos actifs. On a des dispositifs pour nous permettre de mieux savoir comment on les utilise. Comme vous l'avez vu, on a installé des GPS dans nos véhicules. Donc,
ce sera éventuellement quelque chose qu'on pourra mettre en place. Ensuite, une autre question de Mme Hébert pour la réhabilitation de la gare. Donc, comme mentionné, c'est un point qui a été reporté. Et puis, dernière question écrite, dans quel délai seront déposés, c'est toujours Mme Hébert, dans quel délai seront déposés sur le site Web de la Ville les procès-verbaux et documents des 4 dernières séances du Conseil? Donc, les procès-verbaux sont maintenant mis en ligne uniquement après leur approbation par résolution du Conseil, ce qui explique qu'ils ne sont pas encore présents après le mois de janvier. Les autres ont été mis en ligne, donc les précédents. Donc, dès qu'on adopte, que le Conseil adopte le procès-verbal du mois dernier, on peut le déposer sur le site Internet. Merci. Vous avez sauté une question là, sur le remplacement des génératrices, mais on en a parlé un peu plus tôt dans la séance. Parfait, On peut passer à la prochaine. C'est les questions dans la salle. Non, bien, je pense. il n'y a plus de questions prévues. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. René Morissette. Allô? Bonjour. Alors, continuons sur la question justement de l'eau. En y réfléchissant un petit peu, on peut voir que les solutions vont demander de l'argent. De l'argent qui viendra sous forme de taxes municipales ou de subventions provinciales, et que les appels aux différents citoyens quant à l'économie d'eau, arrêter de laver sa voiture pour des raisons qui sont purement esthétiques et nécessairement pas vitaux. La question est la suivante, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mettre dans le débat, même si c'était juste une rumeur, là, à l'effet qu'il faudrait peut-être envisager des compteurs d'eau où l'usager paierait sa consommation. C'est sûr que pour ceux qui ont des puits privés, ça ne règle pas la situation, mais on vient de dire que c'était leur responsabilité à eux de mettre la main dans la poche. Alors, collectivement, il faudrait peut-être commencer à s'interroger. Si je n'ai pas la discipline de ne pas laver mon stationnement au boyau, si je le fais, que je mette la main dans ma poche. Alors, genre de rumeur qui pourrait peut-être faire avancer la réflexion. Merci. Juste un commentaire là-dessus. C'est sûr que dans un monde idéal, là, chacun se responsabilise pour le bien collectif, là, et il y a de moins en moins de délinquants, disons, là, ou de gens qui ne suivent pas. Mais l'idée d'implanter des compteurs d'eau dans toutes les résidences, c'est quelque chose qui est de faire une facturation là, à la pièce comme ça. C'est pas une mesure qui est hyper rentable. Il y a vraiment les fuites, qui est un enjeu majeur. Il y a les grands consommateurs d'eau, puis après ça, il y a les résidences. Alors, on va essayer d'investir l'argent où on a le plus grand retour sur nos investissements d'abord. Mais on va continuer, parce qu'on le fait déjà depuis plusieurs années, de sensibiliser les gens à l'importance de faire attention à la consommation d'eau, mais on va essayer d'aller un petit peu plus dans l'explication puis dans l'éducation aussi. On a ce rôle-là en tant qu'élu d'informer, de faire comprendre aux citoyens, mais pourquoi on demande ça. C'est un effort collectif. Puis, vous l'avez dit aussi, il y a une grande partie de la population qui n'est pas alimentée par le réseau d'aqueduc municipal, mais qui puise l'eau aussi dans la même source, dans la même nappe phréatique. Alors, ces gens-là aussi doivent être sensibilisés. Michael Fleckenstein, désolé de renchérir de la question, mais je fais du pouce là sur ce que René a dit. D'ailleurs, c'était dans mes questions aussi. Je ne pense pas que l'installation de compteurs soit quelque chose d'accessoire ou de pas rentable. Première chose, ça permettra de quantifier exactement de combien d'eau arrive aux utilisateurs. Ça sera déjà une bonne chose. Et deuxièmement, ça permettra en effet, à terme, par exemple, une tarification progressive. On parle ici d'installer des compteurs
agréé, mais pas seulement, dans mon point de vue, ce genre de compteur doit être installé dans toutes les résidences et dans tous les commerces, y compris ceux qui sont sur un puits privé, parce que nous puisons tous dans la même frappe. L'eau, elle est un bien partagé, je veux dire, il n'y a rien à faire. Quand la ville creuse un puits plus profond pour pouvoir alimenter son aqueduc, je suis sur la même nappe phréatique, est-ce que je dois forcément moi aussi creuser un peu plus profond? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une compétition du puits le plus profond? Ce n'est pas la solution pour moi. Il faut vraiment réfléchir un peu autrement et je vous invite de prendre ce sujet très à cœur, vous l'avez déjà, je le suis certain, mais de le partager avec les citoyens et de réfléchir à des solutions qui visent vraiment un futur long terme et pas des mesures. Oui, il faut réparer. Oui, évidemment, il faut réparer. Comme à beaucoup de niveaux, beaucoup d'infrastructures sont abîmées parce qu'on a laissé aller pendant des années et des années. Il n'y a pas que l'eau, il y a les routes, il y a les systèmes de santé, il y a les autres, vous le savez bien. Donc, oui, il faut réparer et rétablir quelque chose de correct à ce niveau-là, mais la réflexion, il faut que ça aille un peu plus loin. Et quand j'entends, merci Élie de la rappeler ça, il y a des rapports quand même qui ne sont pas faits par des gens qui tirent ça comme ça de leur propre tête, qui disent qu'on est en surpompage sur les aquifères, sur le territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Il faut prendre ça très au sérieux et j'aimerais bien qu'on puisse avoir une approche partagée entre élus, citoyens et experts. Donc là, je parle vraiment d'une participation citoyenne parce qu'on est touchés tous par ça. Dans votre question, vous avez mentionné, là, on prend ça très au sérieux, ce sujet-là. Et je répète, on a à faire des choix qui vont nous rapporter le plus avec le moins d'impact sur le compte de taxes des citoyens. Alors, c'est ça qu'on cherche à faire. Les nappes phréatiques, c'est pas juste, vous avez parlé d'un voisin et l'autre, là, mais c'est d'une ville à l'autre aussi. À la MRC, dans ces rencontres qu'on va avoir en avril et en mai, on va avoir les experts qui vont venir nous présenter les rapports des études qui ont été faites. Là, je cherchais en même temps le nom précis des deux études, là, puis il y en a un qui c'est le projet Ressources. Et l'autre, c'est le projet Alliance, qui, lui, c'est celui-là qui va être déposé, qui va nous être présenté dans le prochain mois. Alors, avec ces rapports-là, on va pouvoir, pas juste ici à Rigaud, mais dans l'ensemble de la MRC, réfléchir ensemble avec les experts sur c'est quoi la suite des choses pour préserver le plus possible, augmenter la recharge, et assurer un approvisionnement durable auprès des citoyens. Si les compteurs d'eau au niveau des résidences, c'est une solution qui est intéressante et réaliste, bien certainement qu'on va la proposer aussi à la Ville de Rigaud. Mais avec l'expérience que j'ai, je ne pense pas que ça va être une solution prioritaire à mettre en place, mais je ne ferme pas la porte à ça. Un commentaire? Dans le fond, au niveau des usages aussi, on a parlé tantôt des usages de l'utilisation de l'eau. Je trouve que c'est quand même un point intéressant que M. Michael apporte au niveau de partager au niveau des citoyens, parce que là, on a deux citoyens qui parlent justement de différentes choses, mais est-ce que arroser son gazon, c'est une bonne chose au mois de juillet lorsqu'on est en situation de sécheresse? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Tout ça, ça mérite, je pense, réflexion au niveau des citoyens, parce que ici, évidemment, vous êtes deux personnes, mais ça serait bien que les citoyens puissent, je pense, s'exprimer ce sujet-là, même si je suis pas mal sûr que tout le monde va être d'accord là, par rapport au gazon. Par rapport aussi aux grands consommateurs, comme a mentionné Charles, c'est quand même intéressant de voir, supposons là, que les grands consommateurs consomment une grande partie de l'eau. C'est une supposition que je fais. Mais au-delà d'aller mettre un coude dans chaque maison avec un laser,
ça peut aussi, si on peut sauver quand même, je pense, la chèvre le chou, là, c'est-à-dire l'argent des contribuables permettant de sauver de l'argent en même temps. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à explorer à ce niveau-là. Donc, je vous remercie de vos 2 questions, messieurs. Est-ce que je peux amener des précisions Oui, sur nos s'il vous obligations? En fait, la stratégie d'économie d'eau potable nous oblige à avoir des compteurs d'eau dans tous les ICI, donc les industries, les commerces, Commerce, les institutions. Et puis, habituellement, on a un échantillonnage de résidences aussi à respecter là, selon notre proportion de résidences qui est branchée au réseau. Donc, ça nous permet d'avoir un portrait de la consommation résidentielle pour nous permettre de faire de la sensibilisation pour la réduction. Donc, oui, il y aura un travail de communication à faire. Merci. Pas mieux de continuer avec... Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Pardon? Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Oh, William, Allez, vas-y, M. William. à Île-Séguin. Les compteurs d'eau, ça va coûter à peu près 6 millions pour un village comme Rigaud. Puis, est-ce que c'est pas mieux de continuer avec la membrane que... Le gainage, vous voulez dire? à quel âge? Une membrane pour réparer les conduites? Oui, pour insérer, comme l'ancien directeur, M. Thibault, avait commencé. Il m'a montré une section. Ce n'est pas nécessaire de creuser. Bien, un peu, peut-être. Oui. Bien, Madame la directrice générale en a parlé tantôt, je pense. Là, et, c'est effectivement une des solutions qu'on va mettre en œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, nous avons quelques questions. Concernant la gare, j'imagine que c'est un point repoussé au prochain ordre du jour. Hein? Donc, oui. Je saute cette question-là. Oui. Excellent. Ensuite, Myriam Brunette, est-ce qu'il y a un plan pour avoir éventuellement de la sécurité publique afin de pouvoir appliquer les règlements municipaux aux heures de fermeture des parcs, essentiellement parce que présentement, les règlements ne peuvent pas être enforcés. La police ne se déplace pas pour ce genre de situation et on se fie seulement sur le bien vouloir des citoyens. Non, il est ouvert. C'est ouvert. Je pense pas. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. Il n'y a pas d'entente. L'entente intermunicipale concerne vraiment la sécurité civile, donc tout ce qui est en lien avec les mesures d'urgence et non la sécurité publique. Pour la sécurité publique, il faut s'en remettre à notre service de police qui est la SQ. On comprend qu'ils ne sont pas toujours disponibles pour venir dans les parcs, mais on a des rencontres à venir avec notre marraine du poste. On pourra lui en parler certainement. Ça fait partie des priorités 2026-27 qu'on a transmis à la SQ récemment. Puis il y a peut-être, je ne sais pas, là, avec les cadets ou avec les anges des parcs, il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour... On pourrait vérifier avec eux, effectivement. OK, merci. Puis, vous savez, même si la gare n'était pas un sujet à l'ordre du jour, la personne peut poser sa question, là. Excellent. Alors, je vais la poser. Alors, Stéphane Pilon, lorsque l'ordre du jour de la séance de ce soir est sorti dimanche dernier, j'ai eu une grande surprise en voyant le point 10.1 sur l'adoption d'une motion d'emprunt pour la réhabilitation de l'ancienne gare. Vous savez, j'ai l'ancienne gare très à cœur et je suis persuadée qu'en lui trouvant de nouvelles vocations, nous allons assurer sa perpétuité. J'ai une idée. Pourquoi le point n'est plus à l'ordre du jour? Bon, c'est ça la question. Mais quand j'ai la question, d'ici la rencontre avec les propriétaires du terrain et d'une entente avec eux, ne serait-il pas possible de s'assurer qu'elles ne dépérissent pas davantage, par exemple en utilisant une partie des fonds des parcs et infrastructures municipales? Oui. C'est notre préoccupation, effectivement. Et puis, on travaille dans ce sens-là. On va vous en reparler à la prochaine séance, mais effectivement, on est préoccupé par la dégradation de la gare. C'est pour ça qu'on voulait agir vite en début de mandat.
Autre question, en anglais, celle-ci. Correa Smiles. What legal matters are triggering the necessity for consultation with PFD? PFD, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le mandat aux avocats qu'on a mentionné pour la gestion du personnel. Allez-y. En fait, on ne peut pas révéler pour quel dossier on a mandaté la firme. C'est pour un dossier en ressources humaines. Allez. OK, parfait. Bon, ça, c'est un commentaire. J'aime bien la façon que les PIA sont présentés à la séance. Autre question en anglais de Zandra Mosley. Corey, there was a time when you were small that this town had few fence and kids ran around without worrying too much about property lines. Personally, I much preferred that and enjoyed the feeling and community is created. C'est plus un commentaire, je suis désolée. OK, merci. On me demande le nom du gestionnaire de sécurité civile. Arrigo? Oui, Arrigo. Bien, en fait, il n'y a pas de gestionnaire en sécurité civile à Rigaud. On a mandaté la Ville de Pincourt. Il y a peut-être deux éléments dans cette question-là. Le coordonnateur de mesures d'urgence est M. Bergevin-Billette, le directeur général de la Ville de Pincourt, puis son adjoint, M. Éric Martel, qui est, lui, gestionnaire en sécurité civile pour la Ville de Pincourt. Puis ici, à Rigaud, on a nommé les représentants tantôt dans la résolution. C'est pour les coordonnateurs de sites de sinistres. Donc, quand il y a un événement, un aléa qui se produit à la Ville de Rigaud, on a besoin de quelqu'un sur le terrain. Donc, on nomme les coordonnateurs qui peuvent être amenés à aller sur le sinistre directement. Qui sont d'ailleurs interpellés pour demain matin, 9h. Mm-hmm. Fin des questions en ligne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Merci. OK, j'ai perdu ma séance. La voilà. Donc, on est maintenant rendu au message des membres du Conseil. On va commencer avec Mme Cannell ce soir. Merci, Monsieur le maire. Je vais reprendre un peu le dossier dont je parlais tout à l'heure là, sur les lignes d'autobus. J'avais l'air à dire, il n'y a rien de changé. 5 le matin, 5 le soir. Bon, les heures. Est-ce suffisant, 5 autobus de Rigaud vers Vaudreuil, seulement vers Vaudreuil? Je voulais quand même compléter ma pensée, puis la réponse, c'est non. Je pense qu'il faut réfléchir au développement du transport collectif à Rigaud de manière cohérente, puis sans doute aussi d'aller voir qu'est-ce que les autres municipalités qui sont hors CMM comme nous font. C'est un enjeu très important et un des enjeux à travers ça, c'est qu'on ne sait pas nécessairement, les citoyens ne sont pas nécessairement aussi très au courant de l'offre. À quelle heure, quels sont les arrêts d'autobus, combien ça coûte, où on se trouve des billets. Puis je pense en particulier aux personnes âgées qui n'ont pas le goût d'aller voyager puis prendre la voiture jusqu'à Vaudreuil, jusqu'à Montréal, encore moins. Il y a tout un travail de diffusion d'informations puis de plaider pour un meilleur service. Fait que je voulais quand même compléter tout à l'heure mes commentaires sur les services de la RTM. Merci beaucoup. M. Forêt? Oui, bien sûr. J'aimerais ça revenir sur le point 5.1. J'ai lu tous les considérants du point 5.1 par rapport à la Corporation du développement communautaire. Le milieu communautaire, vous le savez, c'est très important dans nos communautés. Ça fait en sorte que le tissu social fonctionne. C'est des gens qui font de l'aide alimentaire. À Rigaud, on le sait, on a le Café de la Débrouille, on a la Maison des jeunes. On a plusieurs organismes communautaires donc, qui offrent des services très importants dans la communauté. Donc, c'est important pour moi, dans le fond, de mentionner c'est la place que ça doit avoir dans la société. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que je les salue puis je leur souhaite de bonnes chances dans tout ce qu'ils vont prendre comme mesure pour l'année 2026. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Madame Wilson. Sans surprise, je vais vous parler de la sécurité de tous. Donc, comme prévu, on nous annonce un beau cocktail météo qui va commencer dans les prochaines heures. Verglas,
et des vents également. Donc, vous comprendrez, le verglas, ça s'accumule sur les branches des arbres et avec le vent, bien, vous voyez que ça peut tomber. Donc, on s'attend à avoir des pannes électriques. Donc, et c'est supposé durer une douzaine d'heures. Donc, si on compare là, avec 1998, la crise du verglas qu'on a connue pour certains, ça avait duré pas mal plus longtemps que 12 heures. Là. Mais donc, on ne s'attend pas à quelque chose d'aussi grave. Mais quand même, dans la gestion des risques, on parle d'une couleur jaune, orange, qui tire sur le orange. Donc, c'est pour ça que Audrey, tantôt, mentionnait qu'on a l'appui également de notre personne en gestion des risques qui surveille ça de près. Également, même chose pour la rivière avec les inondations. Donc, on sait qu'au printemps, on doit se préparer au cas où. Donc, mon mot de la fin, c'est bien sûr, si vous n'avez pas à sortir demain, bien, restez chez vous en sécurité. Si vous avez, pour ceux qui ont des génératrices, s'assurer qu'elles fonctionnent, d'avoir de l'essence, d'avoir de la nourriture, de l'eau et tout ça. Pour ne pas avoir à sortir. Puis si également il y a des pannes électriques, bien, on veut s'assurer qu'on est bien à la maison. Donc, voilà mon mot de la fin. Donc, on se souhaite que ça va tomber en pluie, mais les températures vont osciller entre 0 et -2. Et puis, par la suite, les prochains jours, il annonce quand même du froid. Donc, ça ne va pas... si ça s'accumule sur les arbres, on s'attend à ce que ça tombe, surtout avec le poids qui dure trop longtemps. Donc, voilà, c'était mon mot de la fin. Merci beaucoup. Madame Larose, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les citoyens qui sont dans la salle et qui sont sur Facebook. Alors, dimanche dernier, le 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Puis j'aimerais ce soir souligner que la majorité du Conseil de Rigaud est formée de femmes. Il manque Madame Rochman. Et puis j'espère qu'aux futures élections, il y aura encore davantage de candidates de femmes qui vont tenter leur chance. Puis je voulais souligner aussi qu'on retrouve au sein de l'administration de la Ville plusieurs femmes dans des postes cadres, dont Madame Audrey Cazza, notre directrice générale, Madame Camille Primo, qui est notre directrice de la greffe. On a Caroline Pelletier, qui est notre directrice des travaux publics. Anne-Marie Désiel, qui est notre directrice des loisirs. Tania Raymond, qui est la directrice adjointe prévention au service des incendies. Marie-Ève Houle, directrice financière. Et puis Geneviève Hamel, qui est la chef des communications. J'espère que je n'ai pas oublié des postes cadres, mais il y a beaucoup d'autres postes qui sont occupés par des femmes. Si vous allez sur le site web de la Ville, il y a beaucoup de techniciennes, de coordonnatrices, d'adjointes là, qui sont là pour supporter le développement et le bon fonctionnement de la Ville. Donc, félicitations, mesdames. Et puis, merci à toutes ces femmes là, qui foncent puis qui occupent des postes qui, dans un passé pas si loin, étaient quasi inatteignables pour les femmes. Fait que bravo, mesdames. Et puis, je voulais souligner aussi que les activités du printemps au loisir ont été publiées, sont maintenant affichées, sont ouvertes pour les inscriptions. Il y en a pour tous les âges, de l'éveil musical au soccer intérieur, à toutes sortes de danses, de zumba, danse en ligne, club de marche. Il y a du fitness pour tous les niveaux, du fitness très difficile jusqu'à du fitness sur chaise. Donc, j'espère que les citoyens vont en profiter, s'inscrire, parce que bouger puis faire des rencontres sociales, c'est bon pour notre communauté. Alors, sur ce, je vous souhaite pas trop pire de météo demain. Merci beaucoup, Madame Larose. Bien, c'est sûr qu'il y avait d'autres, il y en a d'autres enfants, mais c'est ça, on ne peut pas toutes les nommer. Il y a plusieurs autres cadres aussi, mais je les nommerai pas toutes. OK. Mais il y a effectivement beaucoup de femmes d'exception autour de nous, Élie et Michel, qui n'est pas là, mais on est chanceux, on est choyés parce que, et ça va être mon mot de la fin justement, là. Moi, je tiens à remercier infiniment l'administration pour tout le travail qui est fait depuis ces derniers mois de début de mandat, puis à l'équipe ici du Conseil. Je le répéterai quand les autres seront là, mais je suis vraiment choyé d'être dans cette fonction de maire avec ce groupe de femmes et d'hommes qui m'entourent. Donc, je vous remercie tout le monde d'être là, puis de donner le meilleur de vous-même à chaque jour. Merci à vous d'être présents, à ceux qui nous écoutent, je vais maintenant passer la parole à Mme Cannelle pour la levée de la séance. Alors, nous avons traité tous les points à l'ordre du jour. Je propose donc que la présente séance se termine et soit close. Il est 20h28. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.